Bon, ben maintenant, nous avons une petite culture de base qui nous permet d'aborder des œuvres. Certaines sont vraiment des œuvres alchimiques, d'autres, pas du tout. Et pourtant, dans les deux cas, on va essayer de voir ensemble le message alchimique. Dans chacune de ces œuvres, on pourrait y rester des heures. Donc moi, ce que je vais vous proposer, c'est de prendre une dizaine d'œuvres et de retenir peut-être l'interprétation, peut-être à mes yeux en tout cas, la plus originale de chacune de ces œuvres pour voir comment on peut décrypter un message alchimique dans des œuvres diverses et variées. On va commencer avec la souris verte. Il ne manque pas sur Internet différentes interprétations sur la souris verte. Moi, je vous propose la mienne et disons qu'en tant que lettreuse, on va dire ça comme ça, je suis plus sensible aux mots. La souris verte. Petite comptine que les enfants chantent, et j'ajoute même que moi petite, je ne comprenais pas vraiment le sens de la comptine, sauf que quand on les mioche, on s'en moque du contenu. C'est même drôle quand ça n'a pas de sens, donc on le chante comme ça sans problème. C'est encore plus drôle lorsqu'adulte on redécouvre le texte et on y trouve vraiment autre chose qu'une simple comptine pour faire rire les enfants, parce que là, vous allez voir, le message alchimique est absolument évident. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, ça m'étonnerait, je vais juste prendre la première strophe de cette comptine. Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Qu'est-ce qu'on peut en retirer de cette histoire ? D'abord, c'est l'histoire d'une souris. La souris, c'est un animal qui craint les prédateurs. Ça tombe bien. Vous vous rappelez la première étape de l'alchimie ? Tuer la matière. Donc, la souris, c'est un animal qui risque la mort. Une souris verte, clairement, on ne va pas faire de la biologie. Une souris verte, vous vous rappelez, le vert, c'est la couleur de l'émeraude qui nous parle de l'occulte. Il s'agit là d'un néophyte. C'est vous et moi. On est perdus dans notre vie. Parce qu'une souris verte qui court dans l'herbe, c'est, pour la souris, c'est comme pour nous dans une forêt noire. On est perdu. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue. Par chance, quelqu'un me voit et voit en moi un potentiel d'évolution. Il m'attrape par la queue, littéralement, la souris est verticalisée. Lorsqu'on verticalise, ce mouvement de verticalisation signifie stop, j'arrête d'avoir peur, de courir de manière chaotique, de me perdre dans les méandres labyrinthiques de ma vie, je m'arrête, je me verticalise, là je me pose des questions. Sauf que la tête de la souris regarde vers le bas. Oui, il s'agit d'un chemin d'éveil, et cet éveil consiste à prendre conscience qu'il y a une réalité autre que le monde de l'endroit, c'est le monde de l'envers. Et le monde de l'envers, c'est là où se trouve Lucifer. Donc, la tête en bas. Qui rappelle d'ailleurs la carte des tarots, qui recèle tout le savoir alchimique égyptien, peut-être des cartes qui sont nées avec la Renaissance italienne, les tarocchi, mais le pendu. Vous remarquez que le pendu, il est bien suspendu tête en bas, et que ces cartes ne prédisent pas du tout de mauvaises nouvelles, au contraire, c'est un retournement de situation, c'est finalement retourner une situation pour donner espace à quelque chose de nouveau. Bien, continuons avec la souris verte. Donc, je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs, c'est-à-dire que cette souris a été reconnue dans son potentiel d'élévation de conscience par une personne qui l'a verticalisée, et cette personne la présente à d'autres personnes qui sont déjà en chemin dans cette évolution de conscience. Ils sont déjà en avance, eux. Donc, cette souris, elle est montrée à d'autres personnes qui sont sur le chemin d'élévation de la conscience. Et ces messieurs me disent, moi, dans l'histoire, qui veut aider cette souris à sortir de cette vie faite d'angoisse, de peur et de fuite permanente, ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on sait tous de quoi il s'agit. Il s'agit bien de la phase de lavement. Vous vous rappelez, quand on a tué la matière, eh bien, deuxième phase de l'alchimie, il faut séparer le principe soufre et mercure, les purifier chacun de leur côté, les laver chacun de leur côté, avant de procéder aux noces chimiques. Donc, ces messieurs sont en train de dire
à cette personne qui accompagne la souris dans son élévation de la conscience, eh bien, va falloir travailler sur cette personne pour qu'elle se lave de tous ses péchés, c'est-à-dire de toutes ses errances, de tous ses doutes, de tous ses sentiments de culpabilité qui sont comme des scories de l'âme et qui le tirent vers le bas, qui le plombent afin qu'il s'allège, n'est-ce pas? Trempe-la dans l'eau, trempe-la dans l'huile, ça fera un escargot tout chaud. Alors là, je vous laisse aller sur Internet. Ne manque pas de très très belles interprétations sur l'escargot. Personnellement, voilà ce que j'en retiens. L'escargot, c'est un animal hermaphrodite. Alors là, l'hermaphrodisme est un grand concept de l'alchimie. Lorsqu'on a séparé le principe soufre et mercure d'une matière et qu'on procède aux noces chimiques, le soufre et le mercure, c'est le côté masculin et féminin d'une matière de départ, n'est-ce pas? Lorsqu'on fait les noces chimiques, il y aura un équilibre de cette nouvelle matière, et l'équilibre entre sa partie masculine et sa partie féminine est tel qu'on peut parler d'une matière hermaphrodite. Donc, quand on dit que ça fera un escargot tout chaud, ben un escargot parce que, après l'avoir mis au feu, rappelez-vous, troisième phase de la chimie, la phase rouge, eh bien on va obtenir l'hermaphrodite. On va obtenir cette matière plus fine, plus droite, plus alignée, qui se laisse traverser par la lumière, et cette matière est hermaphrodite. C'est pas magnifique ça? Voilà. J'ajoute que la structure de la coquille de l'escargot fait clairement penser à tous ces symboles de toutes les religions qui représentent la lumière divine comme quelque chose de serpentin. Eh bien, ça en dit long là aussi. Lorsqu'on travaille sur la matière, en fait, on révèle la lumière qui est à l'intérieur d'elle. Et cette lumière, elle est circulaire, comme la coquille de la souris verte. Maintenant, là, on voit une planche du livre Mutus Liber. Vous vous rendez compte? Un livre muet. C'est-à-dire qu'il n'est fait que de dessins. Eh bien, cette planche, elle montre bien que l'alchimiste, d'abord c'est un homme et une femme qui travaillent ensemble, non pas parce qu'un alchimiste masculin a besoin d'une femme pour aller au laboratoire ou vice-versa, mais c'est l'idée que et l'homme et la femme peuvent être un alchimiste et que même l'approche autant masculine et féminine de l'alchimiste, c'est ça qui va aussi permettre d'obtenir le produit dit hermaphrodite, hein, cette pierre philosophale ou cet élixir. Je voulais montrer cette planche pour bien illustrer. L'alchimiste est un laboureur céleste. Et aussi, on voit bien ces personnages qui vont chercher la rosée, hein, les larmes de la lune, disent les alchimistes, la rosée, parce que c'est une eau spéciale qui a été magnétisée par la lune. Et si on utilise cette eau-là dans le process alchimique, on va obtenir des résultats très particuliers, disent les alchimistes encore. Eh bien, de même, si cette rosée, je la prends au printemps ou quand il y a la pleine lune, il faut comprendre qu'elle sera de meilleure qualité. Et encore mieux, dans un champ où on a cultivé des choux, la magnétisation sera plus forte. Ça vous dit quelque chose? Savez-vous planter les choux à la mode de chez nous? Le Mutus Liber. L'emblème 8 de l'œuvre Atalanta Fugens, magnifique. Là, on voit un géomètre, hein, littéralement l'alchimiste, c'est quelqu'un qui connaît la géométrie, les fameuses formes géométriques, le carré, le cercle, le triangle, qui expriment les trois niveaux, hein, les trois dimensions de la vie, corpus, anima, spiritus, d'accord? Et ce que j'aime beaucoup dans cet emblème, c'est qu'il y a en plus l'œuf. L'œuf est un grand symbole de l'alchimie. On a dit que l'œuf à lui tout seul représente les trois principes de l'alchimie, c'est pas tout. La courbure de la coquille d'œuf correspond exactement à la courbure au nombre d'or. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi un enseignement fabuleux qui est donné par l'œuf. Lorsque la lumière vient de l'intérieur, il s'agit d'une naissance. Lorsque l'action de casser la coquille vient de l'extérieur, il s'agira d'une mort. C'est magnifique parce que l'œuf donne l'idée que pour nous transmuter, pour aller à notre propre évolution, il faut aller nous-mêmes de l'intérieur vers l'extérieur, au respect de notre rite et de ce que nous pouvons faire. Ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur qui pourra induire quelqu'un d'autre à la transmutation. Cathédrale de Chartres. Alors là, on peut en dire des choses. Personnellement, je suis restée frappée par sa façade méridionale. Imaginez, vous êtes à l'intérieur de la cathédrale de Chartres, vous sortez sur la gauche, et là, qu'est-ce que vous voyez? 3 statuaires magnifiques. D'abord, un ange qui tient une méridienne, ensuite
un âne qui joue de la lyre. Et si vous regardez bien, au pied de l'âne, il y a 2 personnages. Et tout au bout, une truie. Enfin, le calcaire a souffert le passage du temps, mais on sait que c'est une truie. Eh bien, j'ai mis du temps, moi, pour comprendre, mais qu'est-ce qu'il voulait dire? Mais en fin de compte, tout a commencé en regardant de plus près l'âne. Et j'ai commencé à comprendre lorsque j'ai compris qu'en alchimie, l'âne n'est pas un animal stupide. Contrairement à l'école qui mettait des bonnets d'âne aux mauvais élèves, en alchimie, l'âne, c'est l'initié. Parce que l'âne, il est humble et il persévère. Et ce sont les 2 premières qualités qu'il faut pour commencer ce chemin initiatique qu'est l'alchimie. À partir du moment où j'ai compris que l'âne représente l'initié, là, je n'ai pas fini de faire d'autres découvertes. Si vous regardez bien cette statue d'âne, en bas, tout en bas, vous voyez un personnage qui a l'air très écrasé, apparemment par le poids de sa vie. Au-dessus de lui, le personnage est toujours écrasé, mais il se lève un petit peu. Et finalement, l'âne est en position verticale. À mon avis, c'est une allégorie à ce premier élan de la personne qui se sent écrasée par sa vie et qui décide, une fois pour toutes, de se verticaliser, un peu comme la souris pour le coup, et de dire maintenant, je veux comprendre ce qui se passe et je veux choisir de changer certaines choses de ma manière d'être et de penser pour pouvoir être une personne plus apaisée et plus équilibrée. Et c'est tellement vrai que cet âne joue de la lyre. Vous imaginez un âne avec ses sabots jouer de la lyre? Mais ce n'est pas n'importe quel instrument, la lyre. La lyre, c'est quand même un instrument angélique qui est fait de 3 cordes. Donc, lorsque l'âne prend conscience que la vie est une réalité tridimensionnelle, là, il se met au diapason avec la vérité de la vie, et là, il peut commencer à son chemin initiatique, si ce n'est pas magnifique. Alors maintenant, pourquoi l'ange d'un côté et la truie de l'autre? Eh bien, vous savez quoi? Vu en horizontal cette façade, j'ai vu une phrase. L'ange, c'est le sujet de la phrase. Ici, dans cette façade, on parle du temps. Ici-bas, nous avons un contrat à durée déterminée. Qu'est-ce qu'on fait de ce temps qui nous est imparti? Ça, c'est la question. Et l'ange, avec son sourire, parce qu'il ne veut pas nous menacer, il veut juste nous prévenir. Qu'est-ce que tu fais de ton temps ici-bas? L'âne, c'est le verbe, c'est l'action. Je te conseille d'agir en te verticalisant. Sinon, conséquence, tu seras une truie, c'est-à-dire tu vas patauger dans ta melasse. Voilà, une phrase complète sur une seule façade de Chartres. Bruxelles. Alors là, la ville de Bruxelles est une ville extraordinaire qui offre énormément de bâtiments ornés, décorés par différents symboles alchimiques, en particulier la place Saint-Michel, qui est bordée par des maisons Renaissance magnifiques, et ces maisons arborent tous les symboles de l'alchimie. Littéralement, cette place Saint-Michel de Bruxelles est un grimoire de l'abécédaire, de l'alphabet de l'alchimie. Bien. Maintenant, si moi je suis au milieu de cette place et je prends le chemin de l'étuve, c'est marrant parce que l'étuve c'est quand même un instrument qui permet la purification. Je dis ça, je dis rien. Je vais tout droit, je vais tourner à gauche. Vous savez, la gauche c'est le côté de l'occulte, au même titre qu'en bas. J'arrive, vous savez où? Directement sur le Manneken Pis. Le Manneken Pis, on en parle? Moi pendant longtemps je me suis dit, les Belges ont tellement d'humour qu'ils nous ont fait une fontaine avec un bébé qui fait pipi. Et moi, ça m'a toujours suffi comme explication. Remarquez, si ça vous suffit, mais pourquoi pas? En fait, ce bébé, c'est un bébé Cupidon. Regardez bien la couleur de sa peau, elle est noire. En fait, il y a un mythe de l'aube des temps. Les anciens Grecs ont imaginé l'aube des temps comme un moment où il n'y avait pas de mouvement et il n'y avait que de l'obscurité. Et ce qui a donné le premier mouvement, la première lueur d'espoir, c'est l'amour. Mais Cupidon, à ce moment-là, n'était qu'un bébé. C'est pour ça que c'est un petit Cupidon noir. Et la première lueur d'espoir, la première lumière, c'est le pipi. Pour aller plus loin, si vous prenez l'arbre de vie dans la culture ésotérique juive, la Kabbale juive, l'arbre de Séphiroth, eh bien si vous prenez cet arbre, vous verrez, il y a différentes, on croit que c'est des planètes, on va dire différents plans. Malkout en bas, ça c'est notre planète, et Keter en haut, c'est la planète où vit Dieu, très bien.
Et au milieu, nous avons 4 planètes qui sont dirigées par 4 archanges. Michael, Gabriel, Raphaël, et puis il y en a un d'archange qui est dédié à la Lune, c'est-à-dire au monde de l'occulte, et qui s'appelle Uriel. Uriel, Urine, on y est. C'est là. Par conséquent, le Manneken Pis, on ne peut plus le voir seulement comme un gag à la belge, mais comme une allégorie de la naissance de notre univers. Et l'urine est ce premier rayon d'espoir dans l'obscurité. Prague, une des plus belles capitales d'Europe et une capitale de l'alchimie, elle a encore un quartier où vivaient les alchimistes à nous faire visiter. Parmi tous ces symboles alchimiques qui sont ici ou là dans la ville, moi j'ai été frappée par ces 2 bâtiments. 2 hôtels, un droit, l'autre, on va dire, courbe. Clairement, l'un représente l'homme et l'autre représente la femme. Apparemment, les Tchèques l'ont bien compris, les Pragois, parce que ces 2 hôtels, maintenant ce sont des hôtels contemporains, sont appelés le couple dansant. Eh bien, quand j'ai en plus constaté que ces hôtels sont de 7 étages, franchement, ça me semble une allusion évidente aux 7 paliers d'élévation de la conscience. Et finalement, ces 2 bâtiments sont une allégorie contemporaine des noces chimiques, comme on peut le voir dans un cartouche de la cathédrale de Paris, où on voit un homme et une femme se battre. Ils ne se battent pas, il n'est pas question de pugilat, il est question de représenter les noces chimiques, où le principe masculin et féminin, le soufre et le mercure, ne se connaissant pas, doivent se chercher pour trouver et lutter pour trouver l'équilibre et l'apaisement. Incroyable de voir que Prague, encore aujourd'hui, nous offre un magnifique symbole alchimique et qui ne vient pas de la nuit des temps, mais juste d'aujourd'hui. Le retable d'Isenheim, c'est un chef-d'œuvre inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Donc, il ne manque pas de livres qui vous expliquent la beauté de ce chef-d'œuvre. Personnellement, j'y ai vu aussi une dimension alchimique. Et j'en suis absolument convaincue. Alors, pour vous en donner un avant-goût de cette dimension alchimique qui serait contenue dans le retable, si maintenant je prends recul et je regarde cette première ouverture du retable, parce que le retable, donc c'est un chef-d'œuvre pictural polychrome qui présente 3 ouvertures et chaque volet peut s'ouvrir et se fermer au gré des prêches. Très bien. Mais si on ouvre une première fois le retable, on se trouve devant, au centre, la crucifixion. À la gauche du Christ, on a Saint Antoine, vieux, et regardez bien derrière lui, il y a une diablesse, parce qu'on voit ses seins. Et à la droite du Christ, on voit Saint Sébastien Fléché, un homme jeune, d'une 30aine d'années. Et regardez bien, derrière lui, il y a un nuage angélique et il y a un bébé ange avec un zizi. Eh bien là, c'est incroyable. Mais, honnêtement, à la droite du Christ, vous avez une représentation lumineuse masculine. À la gauche du Christ, vous avez une représentation féminine. Donc, Christ au milieu, il est forcément la partie neutre. Il est le sel de la terre, parce qu'il parle de l'éternité pour l'éternité. En d'autres termes, ces 3 peintures qui composent la première ouverture du retable d'Isenheim sont une allégorie à la matière, ce que les alchimistes appellent l'édifice. Ça, c'est incroyable. La poutre horizontale courbée, elle se courbe parce qu'elle sent les souffrances christiques, il s'agit de la passion, et cette poutre est tellement empathique, elle souffre avec le Christ à se courber vers le bas. D'accord ? Ça a l'air évident de dire ça, mais en fait, je trouve que c'est juste exceptionnel. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a demandé à Grunewald de faire une crucifixion. Il n'y a jamais eu de crucifixion avec une poutre courbée. Et ce qui est étrange, il n'y a jamais eu plus tard, après lui, une crucifixion avec une poutre courbée. Il n'y a que lui qui l'a fait. Apparemment, il s'agit d'un discours intime, que seuls certains initiés peuvent comprendre. Et pour tout vous dire, si on a une vision alchimique,
alors on peut comprendre quelque chose, à savoir, si j'ai une vision chimique, si j'ai une vision rationnelle, une poutre, ça ne peut pas se courber, ce n'est pas un élément vivant. Mais si j'ai une vision alchimique, tout est vivant, tout est vibratoire, donc même la poutre peut ressentir les souffrances christiques et se courber de souffrances empathiques avec le Christ. Un dernier point que je voulais encore offrir, c'est l'écriteau INRI. On en voit partout des crucifixions avec ces écriteaux-là. INRI, c'est l'acronyme latin de Jesus Nazareus Rex Judeorum, c'est-à-dire Jésus de Nazareth, roi de Judée. Dans la Bible, il est dit que les Romains ont voulu mettre un écriteau pour expliquer pourquoi ils ont accepté la crucifixion du Christ, de manière à ce que cette punition soit exemplaire. Du coup, la Bible précise que ça a été écrit en toutes lettres, en latin, langue de l'occupant, en toutes lettres en juif, en hébreu, pour que les juifs puissent comprendre, et enfin en grec, qui était une des langues internationales de l'époque. Entre nous, ça existe aussi des crucifixions où on a l'écriteau complet, en toutes lettres et en 3 langues. Et entre nous, le retable d'Isenheim, vu ses dimensions gigantesques, manquait pas d'espace pour faire un écriteau complet. Apparemment, le but du peintre n'est pas d'être pédagogique, du genre, étant donné que dans la Bible il est écrit qu'il y avait un écriteau en toutes lettres et en 3 langues, moi je mets en toutes lettres et en 3 langues. D'accord, donc il était plutôt symbolique. Eh bien, s'il a fait le choix du symbole, sachez-le, INRI, c'est aussi l'acronyme pour les alchimistes qui veut dire Igne Natura Renovatur Integra, c'est-à-dire que par le feu, on peut renouveler intégralement la nature. C'est-à-dire que toute substance peut être transmutée en utilisant le feu. Vous vous rendez compte ? INRI est aussi l'acronyme du processus alchimique. Voilà ma lecture du retable qui n'enlève rien à la lecture littérale. Je pense que cette lecture ésotérique rajoute encore la richesse et la profondeur du message. Encore une histoire pour un enfant. Vous savez, c'est l'histoire d'un vieux monsieur qui prie parce qu'il en a marre d'être tout seul. Il prie pour que le Dieu lui donne un enfant. Et il a froid, il est très pauvre, alors il jette une bûche dans le feu. Et tout d'un coup, il entend des voix. Non, c'est pas Jeanne d'Arc. Il entend des voix, il entend « Ah, mais ça brûle, mais sors-moi de là !» Alors lui, il se demande « Mon Dieu, mais d'où ça vient ces voix ?» Et il se rend compte qu'il s'agit de la bûche. Donc il sort la bûche du feu, et là, paf, paf de bras, paf, paf de pieds. Et au fil de l'histoire, ça deviendra un enfant. Si ça, c'est pas une histoire de transmutation, il va falloir m'expliquer. D'autant que Pinocchio, tant que c'est une marionnette, vous entendez bien, quelqu'un qui se laisse dépasser par les événements de vie, il ne fait que courir. Vous vous rappelez de la musique du film ? Tintin, 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 il ne fait que courir. Comment les alchimistes appellent la matière de départ ? Le chaos. Eh bien oui, c'est exactement ça. Pinocchio, au début de l'histoire, il vit une vie chaotique. Que les enfants adorent, parce que pour une fois, c'est pour la première fois dans la littérature enfantine, année 1008, presque 1009, on raconte l'histoire d'un enfant qui fait que des bêtises. Parfait. Et puis à un moment donné, il commence à avoir des remords et à se poser des questions. Et un jour, il fait une naissance à l'envers. Eh oui, parce qu'il rentre dans le ventre d'un gros poisson. Normalement, la naissance, c'est dans l'autre sens. Mais lui, il va naître dans la conscience qu'existe le monde de l'envers. Donc il fait une naissance en allant dans le ventre du poisson pour retrouver son papa. J'insiste pas sur le poisson qui est un sacré symbole de la chrétienté entre autres. Laissons tomber, mais même là, il y a de quoi dire. Au fait, à votre avis, le poisson c'est quoi ? C'est une baleine ? Moi j'ai toujours cru que c'était une baleine. Et en fait, si vous lisez le texte original, il ne s'agit pas d'une baleine, mais il faut vraiment lire le texte en italien. Il s'agit d'un requin. Intéressant, parce que le requin c'est un prédateur, donc il s'agit encore de tuer la marionnette Pinocchio pour que cette mort, qui n'est qu'un passage, lui permette de devenir un enfant en chair et en os. Là, c'est beaucoup plus intéressant. Mais vous savez quoi ? On va aller encore plus loin. Requin en italien, ça se dit pesce cane. Pesce, poisson, cane, chien. Pesce, c'est le mercure, cane, c'est le soufre. En d'autres termes, Pinocchio, en allant chercher son père, ses origines, il va dans le ventre du pesce cane. Il va donc se purifier et alors, quand il en sortira, ce sera un enfant neuf.
ce que les alchimistes appellent l'enfant roi. Mais en fin de compte, l'histoire du péché cane, c'est comme dans la souris verte, on la trempe dans l'huile, on la trempe dans l'eau. La même chose, juste dit un petit peu autrement. Alors maintenant, on y va, après avoir vu des œuvres, soit des comptines, soit des façades de cathédrales, allons-y maintenant voir un autre type d'œuvre artistique, qui, à mon avis, regorge de messages alchimiques. Matrix, des frères Wachowski. Matrix en latin veut dire la matrice. Qu'est-ce que la matrice? C'est un vide, suffisamment vide pour pouvoir créer quelque chose. C'est un lieu de conception. Comme quoi, comme dirait De Vos, le vide n'est pas rien. Matrix, c'est l'histoire d'un héros qui s'appelle Neo. Et on le voit au début du film, il vit dans un open space, un espace ouvert. Sauf que vu d'en haut, il est dans un labyrinthe. Comme la souris verte, il est perdu. Et effectivement, ce sont des personnes autres que lui, à vrai dire c'est Morpheus, qui connaît son potentiel. Ils vont le prendre et Morpheus va lui expliquer, Morpheus c'est Morphée, c'est le dieu des rêves, donc du monde onirique, du monde de l'envers. Lui sait que Néo est la personne qui va sauver la société, qui s'est fait diriger par l'informatique, par les machines, et qui leur font croire que leur vie, boulot dodo, c'est l'illusion, d'accord? Et donc c'est Morpheus prend Matrix et lui explique la vraie vie. Et la vraie vie, c'est là où ils vivent eux, c'est-à-dire au fond de la terre, là où c'est précieux, comme diraient les gnomes, les 7 gnomes, n'est-ce pas? Bien. Néo, lu à l'envers, c'est One, donc oui, c'est l'élu. Mais en fait, Néo, il va vraiment se réaliser en tant qu'homme au contact d'une femme, qui s'appelle quand même Trinity, sachant que le numéro 3, c'est le chiffre de la vie, c'est elle qui va faire vibrer, pour ainsi dire, Néo, c'est elle qui va vraiment le mettre en vie dans sa mission christique, dans sa mission prophétique. C'est que la femme est la solution. Et c'est normal, hein? Rappelez-vous que le principe mercuriel, c'est l'eau. C'est la matière douce. C'est la solution. Vous voyez ce que ça veut dire? C'est pas seulement une solution mathématique, c'est quand je mets de l'eau, je fais une solution, on se dissout des péchés. Vous voyez tous ces sens qui sont reliés. Remarquez encore une chose. Lorsque les héros de Matrix passent du monde de l'endroit au monde de l'envers, remarquez qu'ils sont branchés sur la nuque. Eh bien, ce petit chakra est, éveillé, ouvert par les hindous lorsque le néophyte devient un initié. À savoir, donc je ne pourrais pas vous dire si les frères Wachowski ont pensé à tout ça, mais je trouve très intriguant que c'est par un branchement à la nuque, là où il y a un tout petit chakra qui est spécifiquement dédié, entre guillemets, dédié aux initiés. Une autre chose aussi très intéressante dans le film de Matrix, c'est que lorsque les personnages veulent passer du monde de l'envers et retourner au monde de l'endroit, remarquez qu'ils utilisent le téléphone. C'est le verbe, la communication, c'est le verbe qui permet de passer d'un monde à un autre. Ça aussi, c'est extrêmement intéressant. Notons encore 2 présences divines dans ce film. Il y a une femme qui fait la cuisine, des biscuits, et qui accueille des enfants qui sont des surdoués, qui ont la capacité, par exemple, de faire plier des cuillères. C'est la Vierge Noire, qu'on appelle dans le film Oracle. Et puis, il y a le monsieur blanc, qui a une petite barbe blanche, et qui a conçu un monde parfait, dirigé par des logiciels, entendez la logique du ciel, au détriment de l'humain, qui est fait de cœur plus que de rationnel. D'où le piège dans lequel l'humanité s'est retrouvée. Détail vraiment intriguant sur Matrix, c'est une photo d'une scène où on voit Néo faire l'amour avec Trinity. Eh bien c'est incroyable parce que vraiment elle ressemble à l'image alchimique de l'œuvre au noir. C'est un copier-coller de l'œuvre au noir. Et là, j'en profite encore pour ajouter un autre détail. C'est quand même aussi marrant quand les frères Wachowski veulent faire comprendre que la matrice a un langage numérique, on voit des chiffres déroulés et ces chiffres sont couleur vert. Vert, c'est bien la couleur que les alchimistes attribuent à l'occulte parce qu'ils ont la conviction que la vraie lumière, cette lumière invisible, le ki, le prana, l'éther, est de couleur verte. À savoir que quelques années plus tard, les frères Wachowski décident de devenir des sœurs.
Donc pour le coup, ils ont vécu l'hermaphrodisme dans leur chair. Bon, ben maintenant, après avoir vu un peu ce qu'est l'alchimie, même si c'est en grande ligne, après avoir parcouru quelques œuvres artistiques qui peuvent déceler ou non un message alchimique, mais enfin d'après moi, je les ai vus, sinon je ne les aurais pas utilisés comme illustration, maintenant on peut prendre plus de recul et énoncer quelques principes de l'alchimie, et là, à chacun de se dire, décidément, l'alchimie est un sacré chemin initiatique, une sagesse redoutable qui effectivement est au goût du jour, n'est pas du tout un discours caduc et offrirait vraiment des clés pour le monde de demain dont on parle tant. Eh bien, quels sont ces différents principes qui, moi, personnellement, m'ont frappé ? La première chose qui m'a frappé dans le savoir alchimique, c'est d'avoir compris qu'il y a 3 principes dans chaque matière, parce que là on a un copier-coller avec ce que la physique quantique a pu démontrer. Toute matière est composée d'atomes et tout atome, exception faite de l'hydrogène, est composé de 3 particules subatomiques. Ensuite, c'est aussi la compréhension que tout est vibratoire, que tout est vibration et tout est interconnecté par ces vibrations, parce que c'est effectivement ce que la physique quantique a bel et bien prouvé, à tel point que en physique quantique, dès qu'on observe une particule, elle devient une onde. Donc, elle change de nature. Elle n'est plus une particule, elle devient une onde. C'est plus une marionnette, ça devient un enfant. Et cette interaction entre l'expérimentateur et l'expérience, la physique quantique appelle ça le coefficient de charme. Si ce n'est pas magnifique comme expression, ça aussi. Ensuite, un principe fondamental de l'alchimie, à mes yeux, c'est l'ouverture. L'ouverture est au début de tout. C'est l'idée qu'il faut arrêter, ou il faut se donner les moyens de se remettre en question. Il ne faut pas croire qu'on a tout compris. Il faut rester ouvert pour écouter les autres, pour écouter d'autres points de vue, et se laisser pénétrer par ces autres points de vue pour peut-être découvrir d'autres parties de nous-mêmes et nous permettre d'évoluer. Si on reste toujours avec nos mêmes convictions, notre vie sera mortifère, on va faire que répéter incessamment les mêmes schémas. Mais si on reste ouvert, on peut s'enrichir d'autres points de vue, d'autres idées, et là, on peut révéler notre potentiel, parce qu'on ne va pas être autre chose que nous-mêmes en vérité. La transmutation ne vous transforme pas en ce que vous n'êtes pas, mais on va pouvoir se révéler et découvrir des aspects de nous dont on ignorait. Et ça, c'est grâce à un esprit d'ouverture. Or, c'est la première chose que l'alchimie demande. L'ouverture, ouvrir la matière. Quelque chose qui m'impressionne aussi dans l'alchimie, c'est l'idée que la mort n'est qu'un passage. Et n'est qu'un passage, mais un passage obligé pour évoluer. C'est l'idée que la putréfaction, le déchet, n'est pas un déchet. Parce que le déchet comporte en lui l'espoir du meilleur. Parce qu'il y a à l'intérieur du déchet le potentiel extraordinaire. Et ce n'est pas pour rien que les alchimistes s'estiment des laboureurs célestes. Que fait l'agriculteur ? Il met du déchet dans la terre et la plus belle rose peut en fleurir. C'est la même idée chez les alchimistes, précisément la même. À tel point que pour eux, en fait, le déchet, c'est l'or. Parce qu'avec l'or, vous ne pouvez rien faire. L'or est arrivé, il a abouti, vous ne pouvez rien en faire. Il faut faire reculer l'or, pour ainsi dire, il faut faire que l'or redevienne du plomb pour pouvoir faire quelque chose. Et apprendre au travers de cette matière et de ces process quelque chose. Donc ça aussi, c'est vraiment intéressant de voir comment l'alchimie valorise le déchet et comment l'alchimie valorise non pas les apparences, mais le potentiel qui est à l'intérieur de nous. L'alchimie vise toujours la pacification des contraires. D'ailleurs, il est contenu dans le jeu de mots, encore un jeu. Quand on dit les polarités complémentaires, complètes en terre, c'est-à-dire que il n'y a pas l'homme supérieur à la femme ou vice-versa. Il faut les deux pour faire fonctionner l'univers. Dites à la pile que le côté gauche, le pôle négatif, le pôle féminin, est mauvais. En latin, le côté gauche, c'est sinistre. Mais pour l'alchimiste, il n'y a rien de sinistre. Le mal n'existe pas. Il faut les deux polarités pour que ça fonctionne. Et il faut trouver la pacification des contraires pour pouvoir évoluer. Ça en dit long.
trouvez pas? Si ça, c'est pas dans l'ordre du jour, si ça, c'est pas un discours complètement actuel. Et plus précisément, franchement, l'alchimie valorise encore plus la femme que l'homme, parce que la femme, son symbole attribué, c'est l'eau. Et l'eau, c'est la solution. Quand on est capable de dissoudre ses péchés, quand on est capable de dissoudre des sentiments de culpabilité, quand on sait passer par le pardon, alors on peut aller au but final qui est l'amour. Là, on a tout compris. Là, tout est résolu. Et quand vous dites résolu, vous pensez à résolution. Hein. Il y a toujours le mot solution dedans, avec pas mal de notes de musique. Hein. Ré, sol, la, si. Hein. Vous aurez remarqué. Un autre concept fondamental de l'alchimie, c'est la transmutation. Transmuter, c'est vraiment faire appel à notre créativité. Ce n'est pas répéter des traditions, ce n'est pas répéter des schémas familiaux, ce n'est pas répéter sans arrêt ce qu'on sait faire, c'est découvrir l'inconnu. C'est faire des sauts quantiques vers l'inconnu pour aller vers d'autres choses et donc vraiment évoluer. C'est ça la transmutation. Et ça, c'est un vrai appel à notre créativité. D'autre part, pour l'alchimie, étant donné que autant le règne minéral, végétal, animal et l'humain sont tous des êtres vibrants, donc animés, ça dit bien aussi que l'homme fait partie du tout. Il n'est pas au bout d'une pyramide, il fait partie du tout. L'image de l'univers, c'est un cercle, ce n'est pas un triangle, et nous on serait au-dessus de ce triangle. Ça veut dire que si on était tous des alchimistes, on ne pourrait pas maltraiter les animaux comme on le fait. On ne pourrait pas utiliser la matière en la gaspillant comme on le fait. Non. On demanderait à la matière si elle veut bien devenir une chaise, si elle veut bien nous rendre des services. Parce que dans la conception alchimique de l'univers, l'homme n'est qu'une petite partie du tout. Et l'homme doit connaître la nature et les lois de la nature pour s'y soumettre. On en est très loin. Il me semble pourtant que ce discours-là et ce positionnement-là est bien celui qu'on doit adopter pour le monde de demain, ou pas. Alors, si j'ai bien compris, un alchimiste doit connaître la géométrie, les nombres, différentes langues, les symboles, jouer avec le langage, les mots. Il doit connaître le laboratoire, parce qu'il n'y a pas d'alchimiste, de vrai alchimiste, sans avoir expérimenté de laboratoire, ça il faut le dire, c'est très important. Il doit être un petit peu astronome, doit connaître les saisons, ça fait beaucoup. Hein. Je pense qu'en fin de compte, s'il y a une qualité suprême que l'alchimiste doit avoir, c'est l'intuition. C'est d'être une personne de cœur, qui se laisse guider par l'intuition pour découvrir ce qu'il ne connaît pas. Et pour apprendre sur toutes ses erreurs. Non pas pour se condamner, juste parce que j'ai essayé et j'ai appris. Et puis si j'ai obtenu un résultat, mais tant mieux. L'inconvénient, c'est qu'une fois qu'on a trouvé un résultat, on ne sait plus quoi faire, il faut le savoir. Mais en fin de compte, le meilleur des alchimistes, c'est l'enfant. Oui, en fait, ça a l'air bête de dire que l'alchimiste devrait imiter l'enfant pour être un bon alchimiste, que l'enfant a toutes les qualités pour être un alchimiste, mais en fait, c'est vrai. Il suffit d'y penser. La première chose souvent qu'on dit d'un enfant, c'est qu'il est ignorant. Mais en fait, c'est parce qu'il est ignorant qu'il vit tout dans la vie pour la première fois. Et c'est parce qu'il vit tout dans la vie pour la première fois qu'il n'a aucun a priori. S'il n'a pas d'a priori, c'est qu'il n'a aucun jugement. Donc, il n'a pas de peur du passé. Et comme il ne peut rien préjuger, comme il n'a rien vécu et qu'il doit tout vivre pour la première fois, il ne peut pas non plus avoir des peurs pour l'avenir. Simplement, il vit dans le temps présent. Et c'est bien ce qu'on nous dit toujours lorsqu'on fait un chemin initiatique. Vivez dans le temps présent pour dépasser la notion, j'allais dire, du bien et du mal, du passé, de nos culpabilités, de nos peurs dans l'avenir. Mais c'est ça justement la vraie quête, c'est vivre dans le temps présent, c'est vivre la voie du milieu, de l'équilibre, parce que c'est exactement là que se situe l'amour. Je pense que ce que l'enfant sait faire justement, c'est vivre pleinement les choses de la vie, sans a priori aucun, sans peur aucune, simplement les vivre. Et il a donc plus facilement le talent de tout apprendre, d'apprendre même des pires expériences, parce que toute expérience, les bonnes, les moins bonnes,
peuvent être utilisés, je dis bien peuvent être utilisés, pour grandir, pour évoluer. Et bien c'est ça la vraie quête, c'est d'utiliser tout au service de sa propre lumière. Et quand on utilise tout, le meilleur et le pire, on voit bien qu'on essaye de dépasser le concept du bien et du mal. C'est ça en fait la voie du milieu. Par conséquent, pour l'enfant, la vie, qu'est-ce que c'est? Un terrain d'aventure. C'est là où on peut jouer, c'est un jeu d'éveil. Et ce n'est pas donc un hasard si l'enfant a un talent naturel à rire. Pour lui, le rire, ce n'est pas qu'une simple thérapie, c'est un vrai art de vivre. Remarquez que dans toutes les religions, lorsqu'une religion a voulu être stricte, pour ne pas dire obscurantiste, elle condamnait toujours le rire. C'est étrange ça. On disait que le rire était diabolique. Et voilà que l'enfant vit dans le temps présent, avec un talent fou à aimer tout ce qu'il peut vivre, et en étant dans l'émerveillement de la vie et dans ce savoir naturel de rire de tout. C'est ça en fait, être capable d'alchimiser tout ce que la vie nous offre. Alors c'est peut-être normal que l'on trouve des dessins alchimiques qui sont des dessins oniriques, féeriques, au point de croire que c'est la main d'un enfant qui les a réalisés, ces œuvres. Ou alors on se dit que c'est aussi tout à fait normal que les plus beaux messages alchimiques, on les trouve dans des contes pour enfants. Et c'est pourquoi je pense vraiment que ce que nous avons à faire, si nous voulons créer ce monde de demain, qui sera, comme on l'a dit dès le départ, technologique, mais la question c'est de savoir s'il sera aussi durable, il est temps pour nous de mûrir. Et finalement, mûrir, c'est redevenir un enfant, retrouver notre âme d'enfant. Et c'est peut-être ça finalement qu'il nous faut retenir. Si nous voulons tous être alchimistes de notre vie, à nous de faire confiance à notre intuition, à notre intelligence de cœur, de voir la vie de cœur à cœur, de mûrir, de grandir, c'est-à-dire en utilisant tout ce que la vie nous donne pour élever notre niveau de conscience. Et donc à nous de retrouver notre âme d'enfant.